Surprenante, improbable, décapante. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Karima Brick. Oui, les Jeux olympiques de Paris battent leur plein. On commence cette deuxième semaine des Olympiques. Et j'ai l'honneur ce matin de parler à un de nos grands champions olympiques canadiens, Jean-Luc Brassard. Au cours de sa carrière sportive, il a participé à 4 Jeux olympiques. On retient évidemment qu'il avait gagné l'or à Lillehammer en 1994 à l'épreuve masculine de bosse en ski acrobatique. Et oui, c'est un champion olympique, mais c'est aussi un homme, un citoyen qui est courageux, qui est intègre dans ses prises de parole. On sait que, oui, c'est quelqu'un qui est un ambassadeur du sport, du plein air, mais aussi il est assez lucide. Il n'a vraiment pas hésité à dénoncer les injustices, les dérives dans le sport de haut niveau quand il le faut. Il le fait à plusieurs reprises. Il y a sa nouvelle série aussi, à l'envers de la médaille, où il dénonce les abus dans le sport. Il reçoit des athlètes et il parle de cette culture de l'omerta pendant des années, là, sur cette culture toxique qui pouvait aussi et qui peut régner aussi dans le sport de haut niveau. J'avais envie de l'entendre sur les JO de Paris parce que chaque JO, il y a aussi des polémiques, il y a toutes sortes d'histoires. Jean-Luc Brassard, bonjour. Karima, c'est un plaisir, c'est un honneur de te parler aussi également. C'est un grand plaisir. Est-ce qu'on se tutoie aujourd'hui? On se vouvoie? Oui, absolument. On va se tutoyer. Absolument. Jean-Luc, parlons premièrement, je veux quand même tes impressions des Jeux olympiques de Paris. Là, a priori, tu les suis, j'imagine, en ce moment. Là, comment tu les perçois? Là, si tu avais un mot ou quelques mots, là, comment tu décrirais les Jeux olympiques de Paris jusqu'à présent? Je dirais que Paris gagne son pari et le CIO en est bien content après les différentes éditions là, qui n'ont pas été si glorieuses ces dernières années, celle de Pékin, celle de Tokyo. On espérait beaucoup des Jeux japonais de Tokyo parce que le sens de l'organisation japonais aurait pu ramener les bonnes intentions et la crédibilité du CIO, mais avec la COVID, avec le report d'un an, avec les coûts astronomiques qui ont caricaturé les Jeux de Tokyo, ça a été assez difficile pour le CIO. Alors Paris, grande ville avec beaucoup d'infrastructures, qui construit très peu de choses, qui modifie des choses, des estrades temporaires, modification de mentalité au sein du Comité international olympique où maintenant on octroie les Jeux non pas aux représentations des villes. On a vu tous les pots de vin qui ont été donnés au fil des ans. On croyait que c'était fini après Salt Lake City, Rio, ça a été un peu ça. Tokyo, on a senti qu'il y avait quelque chose également. Alors maintenant, ce sont des représentations que les villes font et surtout un peu de laisse qui a été jeté par le CIO dans le sens que plus besoin d'avoir un bout de terrain avec tous les stades là, condensés. Il n'y a plus de pays qui peuvent faire ça à part le Moyen-Orient puis la Chine. Alors, on est un peu disparate. Le surf à Tahiti à 13 000 km de Paris ou 14 000 km de Paris. Mais ça fait en sorte que les coûts sont mieux répertoriés, mieux étalés à travers les différents sites. Et ça permet ça va sûrement permettre au CEO qui va être bien content de rétablir une crédibilité puis surtout peut-être de voir davantage de villes vouloir se présenter suite à ce grand succès avec évidemment le choix des sites olympiques tout près des merveilles architecturales de Paris. Alors ça, c'est très, très gagnant. C'est pas quelque chose de nouveau dans la mentalité des gens. On avait suggéré ça à Québec en 2002, entre autres, de faire l'épreuve de ski de fond dans les rues du Vieux-Québec. Mais c'était peut-être un petit peu trop avant-gardiste à l'époque et maintenant, on voit que ça paye beaucoup. Oui, c'est ça. Puis à l'international, en fait, les images que ça donne, c'est incroyable. C'est sûr qu'il y a un désagrément pour les citoyens, particulièrement les semaines qui précèdent les Olympiques. Là, tout devient assez compliqué pour les déplacements, mais une fois que c'est lancé, c'est vrai que c'est absolument magnifique. Est-ce que ça va être quand même un point tournant? On a vu la cérémonie d'ouverture qui a fait beaucoup réagir. D'ailleurs, on pourra en parler dans quelques instants. Elle a fait beaucoup réagir pour plein de raisons, mais aussi parce que c'était la première fois qu'on sortait d'un stade fermé. Penses-tu que ça va créer justement un précédent? C'est pas toutes les villes qui vont pouvoir présenter des cérémonies extérieures, d'autant que faut pas oublier que c'est quand même une Olympiade au minimum à 5 milliards de dollars, donc 5 000 millions de dollars, c'est excessivement cher. Et si on regarde un peu, on a eu l'occasion de voir l'envers du décor avec des
des affichages au niveau des différents médias sociaux, des gens qui avaient payé très cher leur place par la cérémonie d'ouverture, 2600 €, donc à peu près 3500 $ canadiens, peut-être plus, ce qu'ils ont vu, c'est des bateaux passer, c'est tout, là, l'action avec des écrans géants. Donc, ils regardaient la télévision en ayant payé une place excessivement chère parce que le spectacle, la cérémonie d'ouverture était fait pour la télé. Même l'espèce de magnifique show de laser sur la Tour Eiffel, c'était fait pour les estrades d'honneur du Trocadéro. Si vous étiez de profil à la Tour Eiffel, vous n'avez pas vu grand-chose. Alors, c'est des cérémonies du genre, il y en aura pas beaucoup parce que le coût de sécurité, et ça, c'est... il n'y aura pas de payback, là, si vous me permettez le mot anglais. L'argent qui est donné à la sécurité, là, près d'1,5 milliard, ça va passer en 2 semaines, puis après ça, il n'y a pas de légitimité. Là, ça ne reviendra pas, cet argent-là. Alors, le coût de l'infrastructure de sécurité pour les Jeux, c'est immense. Jusqu'à maintenant, ça va très bien, tant mieux. Ce qui est ironique, c'est qu'en ce moment, quand on lit les journaux français, eux-mêmes disent c'est incroyable, les Français sont contents. Alors, les journaux étrangers le disent aussi, mais avant les Jeux, on a vu qu'il y avait quand même certaines insatisfactions pour les résidents de Paris qui devaient avoir leur code de sécurité. On a vu juste à la pandémie ici là, comment c'était pénible pour nous de faire un minimum d'efforts collectifs. Alors, eux qui sont les gens qui vivent les coûts qui sont obligatoires aux Jeux de Paris, c'était un petit peu plus difficile, mais jusqu'en ce moment, grâce entre autres aux athlètes français, meilleure récolte de l'histoire aux Jeux d'été pour la France. Le nageur Léon Marchand qui fait tout oublier, Teddy Riner en judo qui fait la pluie et le beau temps. Alors, ce sont des petits baumes pour les Français qui se retrouvent unis avec le sport. On avait vu ça à la Coupe du monde de soccer, là, lorsque les Français ont gagné leurs différentes éditions. Ça avait ramené beaucoup les gens ensemble. Et surtout dans un climat politique français où on a vu que l'extrême droite faisait beaucoup de gains dernièrement. On voit qu'il y a beaucoup d'athlètes qui gagnent, qui ne sont pas des blancs français typiques. Et ça, je pense que c'est rafraîchissant de voir qu'il y a une acceptabilité. En fait, même ceux qui ne veulent pas l'accepter ne l'accepteront jamais, là, mais de voir que tout le monde est uni derrière leurs athlètes. Et parlons-en des différentes polémiques, parce qu'il y en a eu, bien sûr. Il y a aussi toute la question, et ça, on a l'impression que c'est jamais complètement réglé. Il y a eu toute cette polémique entourant, par exemple, le sport sur la question, est-ce que des athlètes, par exemple, femmes, d'hyperandrogénie, ou les athlètes transgenres dans le sport, est-ce que les athlètes transgenres peuvent compétitionner, par exemple, dans des compétitions féminines? Donc, on a l'impression qu'année après année, ça finit par revenir, ça revient à chaque Olympiade. Dans ce cas-ci, c'était un cas tout à fait particulier. Là, on parle de la boxeuse Iman Khelif, la boxeuse algérienne, effectivement, qui avait, c'est ça aussi, là, il y avait un certain flou entourant disons là, ses capacités physiques. Là, c'est quoi exactement? Est-ce que finalement elle est hyper androgène, elle produit plus de testostérone? Est-ce qu'elle a un chromosome XY? Donc, tu sais, c'est devenu une espèce de polémique assez incroyable. T'as pensé quoi de cette histoire-là? Parce que ça pose quand même un vrai sujet sur la question des compétitions, sur la question des compétitions aussi, pour que les femmes puissent avoir accès à des compétitions et avoir leur place, sur la sécurité des athlètes, et en même temps, tout le débat entourant la transphobie, et ça n'avait pas, comme je dis, ça n'avait pas à voir avec nécessairement Iman Khelif, mais ça a relancé une pièce dans la machine de ce débat-là. T'en as pensé quoi, toi, de cette polémique? Ben moi, je trouve ça dommage pour ces femmes parce que l'histoire du chromosome, ça a été démenti. Là, ça part d'un média russe à la réputation un peu douteuse, là, la fameuse histoire des chromosomes. Mais l'hyperandrogénie, ça, c'est quelque chose qui est étudié, qui est connu. Donc, une surdose de testostérone, tu sais, tout ce qu'on a entendu, est-ce qu'il est, entre autres, Iman Khelif, est-ce qu'elle est une athlète transgenre, est-ce que c'est un garçon déguisé? Tout ça, ça tombe, là. Ça, c'est une femme, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, l'hyperandrogénie, c'est un peu l'art de sécréter davantage de testostérone de façon innée. C'est pas quelque chose de voulu, c'est quelque chose que ces athlètes sont nés avec. Ça fait longtemps que c'est connu maintenant. Caster Semenya, qui était une coureuse de 800 mètres pour l'Afrique du Sud, qui a gagné 2 fois l'or olympique, qui a été championne du monde, qui avait été décriée d'abord et avant tout par ses consoeurs athlètes qui voyaient un avantage certain. Alors, ça revient. C'est une polémique qui revient constamment. C'est dommage parce que l'histoire d'Iman Khelif, c'est une jeune femme excessivement pauvre en Algérie,
l'Algérie, qui a trouvé sa voie dans le sport et qui a réussi à s'élever et se rendre jusqu'aux Jeux olympiques. L'histoire, elle est extraordinaire, mais elle doit vivre avec une double compétition. Et c'est difficile pour un athlète, non seulement d'avoir à se présenter dans le ring ou sur la scène olympique, mais ensuite d'avoir l'ensemble, en tout cas, la moitié de la population mondiale qui se pose des questions, qui la questionnent, de voir les grandes, je dirais pas sommités, mais les grands noms politiques, les Trump, présidente d'Italie, qui les dénoncent à tour de bras, et même J.K. Rowling, l'autrice d'Harry Potter, qui n'était absolument pas d'accord avec, mais en même temps, Jean-Luc, sa présence. En même temps, est-ce que les associations, les fédérations n'ont pas une responsabilité? Parce que si c'est parti aussi, cette polémique-là, je le disais, c'est que ça fait quand même des années qu'on se questionne, parce qu'il y a ce débat aussi aujourd'hui sur l'auto-identification. Vous pouvez être né, par exemple, biologiquement homme et vous déclarez le ressenti, vous déclarez femme. Maintenant, sur des passeports, dépendamment des pays, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir fait, par exemple, une transition physique. Donc, il y a aussi ce questionnement-là sur la place des athlètes transgenres. Les différentes organisations, fédérations ont dû se prononcer là-dessus. Et est-ce que la polémique vient pas aussi du fait que d'un côté, il y a le CIO, donc le Comité international olympique, qui a dit, écoutez, c'est une femme, elle a le droit de se battre avec d'autres femmes, mais il y avait d'un autre côté le IBA, l'International Boxing Association, qui l'avait exclu des championnats mondiaux, là, c'était en 2023, je pense en boxe junior, parce qu'elle avait échoué au test d'éligibilité de genre de l'IBA. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité aussi des associations, des fédérations de se mettre d'accord pour qu'on évite finalement de mettre de la pression inutile sur des athlètes? Moi, je pense que c'est une situation que personne veut vraiment initier. Le CEO dit, on a des règlements, c'est une femme, ça finit là, on ne veut plus en entendre parler. L'IBA, c'était différent. Il disait, il y a un avantage. Je vous donne un exemple qui était assez connu à l'époque. C'était au Tour de France. Un Américain, Floyd Landis, qui menait le Tour de France, qui a perdu 5 minutes pendant une étape, ce qui est immense. Et miracle, le lendemain, il réussit à gagner 7 minutes. Il a non seulement comblé son retard, mais ajouté 2 minutes. Peu de temps après, il est pris pour dopage à la testostérone. On lui avait injecté de la testostérone durant la nuit et il a tout simplement éclipsé le reste du peloton grâce à cette surdose de testostérone. La science, dans ce cas-ci, dit on ne peut pas le prouver directement parce qu'il faut vraiment décomposer toute la genèse de ce qui entraîne la sécrétion de testostérone et le marier avec tous les autres aspects du corps humain qui peuvent augmenter une performance. Donc, on ne peut pas pointer ça directement. Mais les principales intéressées, qui sont les adversaires de ces athlètes hyperandrogénies, qui sont principalement des femmes, elles semblent avoir un point de vue complètement différent. Elles sont en confrontation directe avec ces personnes-là. Moi, ce que je trouve dommage, en fait, ce que j'avais suggéré cette semaine, c'est de dire pourquoi vous ne faites pas une catégorie pour ces femmes-là. Comme il y a, disons, poids 58 kilos au lieu de 70, pourquoi il n'y a pas une catégorie? Ça permettrait d'avoir une acceptabilité, ça permettrait de délester ces athlètes-là d'un poids, d'un poids sociétaire. Et ensuite, comme les gens sont avides de records, et pendant les Jeux olympiques, c'est souvent la compétition des extrêmes, alors à ce moment-là, on verrait des performances qui seraient peut-être légèrement différentes. Et là où moi, en tout cas, j'ai vraiment un sérieux doute, c'est que dans certains pays totalitaires, on le sait depuis longtemps, qu'il y a une sélection d'athlètes qui se fait très, très jeune, là, auprès des jeunes filles, auprès des jeunes hommes, selon des attributs qu'on voit à l'adolescence. Donc, c'est certain, là, c'est certain qu'il va déjà avoir une sélection d'athlètes qui vont sécréter davantage de testostérone. C'est dommage parce que le comité olympique a fait des gros progrès. Puis moi, là, je suis le plus grand détracteur du comité olympique. Mais je peux dire que grâce à eux, grâce à leurs efforts, entre autres, d'amener les femmes et les hommes au même niveau, ça a changé beaucoup de choses dans le milieu sportif. Puis on l'a vu, entre autres, avec le hockey féminin, à quel point ces filles-là ont amené leur sport à un autre niveau. Et maintenant, il y a une acceptabilité sociale qui est extraordinaire, et tant mieux. Mais maintenant, en faisant rien avec ce dossier-là, ça crée une espèce de polémique, puis j'ai peur que les femmes qui n'aient pas cette hyper-androgénie puissent se retrouver malheureusement décalées, puis qu'on retombe dans un autre problème. Mais surtout, c'est cette espèce de sélection d'enfants-là, parce que il y a quelque chose de malsain dans la quête des médailles à tout prix. Pour certains pays, tu sais, c'est peut-être plus soft comme chez nous, puis encore, mais dans certains autres pays, c'est une guerre sans fusil, là. On a besoin de ces médailles-là pour se rehausser sur la scène internationale. Et quand vient le temps de faire une sélection d'enfants,
pour aller jusqu'aux Jeux olympiques. Je ne sais pas si on va vraiment chercher l'essence première du sport, mais enfin, ça c'est un autre débat. Mais sur le sujet des athlètes hyper androgènes, on n'a pas fini d'entendre parler. Puis moi, c'est la solution que j'ai amenée, une nouvelle catégorie pour qu'on puisse permettre à ces athlètes-là d'avoir la paix, de compétitionner dans leur affaire et d'éteindre la polémique en ce moment parce que ça va ressortir. Au prochain jeu, ça va ressortir. Au prochain championnat du monde, ça va ressortir. Puis un jour, il va falloir l'adresser avec les subtilités que ça demande. On le voit chez nous. On a des tribunaux, on a des règlements, mais des fois, les juges, les représentants des différentes parties vont aller chercher les subtilités parce que chaque cas est différent. C'est peut-être ça qu'il faudrait faire au lieu de se cacher derrière un règlement pur et dur dans un cas qui est aussi, qui offre autant de possibilités d'interprétation que celui-là. Non, très, très intéressant, effectivement, parce qu'au final, tout ça devient très politique. Puis je trouve ça très intéressant, ta réflexion sur la sélection qui va vouloir se faire dès l'enfance. Et finalement, on ne pense plus nécessairement aux athlètes. Ça devient, on pense vraiment d'un point de vue politique pour rehausser justement l'image des pays. Et ça peut poser problème quand ça se fait sur le dos des athlètes qui sont là aussi pour les bonnes raisons. Et en terminant, parce que le temps file, pour l'équipe du Canada, les athlètes canadiens, québécois, ça représente quoi pour toi cette année, là, si on regarde cette édition des Jeux olympiques? Est-ce que c'est une bonne cuvée, c'est une bonne édition pour le Canada? Mais il y a quand même eu... ça a commencé quand même avec le scandale du soccer, là, donc c'est mal parti. Mais le soccer, il y a un mot à dire là-dessus, parce que c'est pas tombé des nuages, ce scandale-là. Avant les Jeux olympiques, il y avait 14 fédérations sportives canadiennes où les athlètes canadiens étaient en litige avec leur propre fédération. Et... le soccer était une de ces fédérations. Ça fait longtemps que ça va mal au soccer, mais personne ne veut initier ce problème-là. Et là, on a vu que ce qu'il faisait finalement, il trichait. Alors, c'est dommage parce qu'encore une fois, la fédération a coulé ses propres athlètes en les mettant devant une situation où ils devaient avoir un double combat à donner contre leur adversaire, mais aussi contre leur propre fédération qui les mettait devant un précipice, en fait, qui les a pitchés en bas du précipice. Alors ça, c'est excessivement dommage qui est arrivé au niveau du Soccer Canada. Et j'espère qu'on va faire le grand ménage des fédérations parce qu'on a vu dernièrement, entre autres, Ellie Black en gymnastique, meilleure gymnaste canadienne, mais la gymnastique, en même temps que Hockey Canada, quand il y avait le plus clair de leurs problèmes, la gymnastique était aussi en litige et on demandait la suspension du financement. Et quand on voyait Ellie Black, entre autres en entrevue à CBC, à un moment donné, on lui parlait « Est-ce que vous aimez votre sport? » Elle était la jeune fille souriante qui adorait ça. Et 10 minutes après l'entrevue, lorsqu'il parlait des problèmes de la fédération, on voyait une gymnaste éteinte qui est tannée de se battre contre sa propre fédération. Alors, j'espère qu'on va faire une grande révision des problèmes canadiens et qu'on va pouvoir trouver des solutions à tout ça. Et un beau moment en quelques secondes quand même pour nous laisser sur une note quand même positive là, sur ces JO pour le Canada. Une image vraiment qui t'a marqué? Moi, j'ai beaucoup aimé le vélo sur route. J'aime beaucoup les courses de vélo sur route. Je suis un maniaque du Tour de France parce que ça offre une vitrine extraordinaire. Même si vous n'aimez pas la course sportive, c'est de voir tous les images et les portées de la beauté de la France qui reviennent à chaque année. Mais la course de vélo de route à travers la butte Montmartre, la banlieue parisienne, devant la Tour Eiffel, de voir la foule qui était présente, qui savourait le vélo, pour moi, ça a été un gros moment. C'était très, très bien décrit également. Alors, j'ai beaucoup apprécié ce moment. Jean-Luc Brassard, c'est un plaisir de te parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, Jean-Luc Brassard, ancien skieur acrobatique et champion olympique et pour nous, analyste, bien sûr, aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous ce matin à Cube. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut, Karima. Bye bye. Salut.